merci d'être là. Donc, simplement pour vous expliquer déjà pourquoi vous avez deux députés qui ne sont pas de votre circonscription ni de la région qui sont présents ici. Antoine, député dans l'Essonne, et moi je suis député de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis. C'est parce qu'on a fait le choix d'aller dans des endroits où il n'y avait pas de députés de gauche et aussi où il y avait des députés d'extrême droite, parce que c'est une double condition sur laquelle on se penche, sur laquelle on a envie de travailler. Parce qu'il y a des batailles à mener. Vous n'êtes pas passé loin ici d'avoir une députée en l'occurrence de gauche, mais vous avez une situation où vous avez un député d'extrême droite qui va être là pendant 5 ans. Donc c'est comment on fait, surtout pour le dégager dans 5 ans, et comment on construit une alternative politique pendant que ces 5 ans est là, parce que c'est pas évident. Certes, un député, je vais vous le dire, on n'a pas essentiellement beaucoup de pouvoir, mais on a quand même une capacité d'interpeller, de relayer des choses, on peut pas être un point d'appui. Et là, la difficulté, c'est que vous allez avoir un député en territoire qui va aller à l'encontre des intérêts des gens, très clairement. Et c'est aussi l'idée de faire le lien entre moi je vais prendre les services publics, de faire le lien entre les territoires ruraux et les quartiers populaires. On est tous les deux issus de circons où il y a des quartiers populaires, des quartiers prioritaires de la ville. Et ici, c'est des circons qui sont plutôt rurales, même si là on est à Auxerre, mais les problématiques sont les mêmes en fait. Cet après-midi, on était sur une brocante pour recueillir des doléances, savoir quelles sont les problématiques. La première chose qui est venue, c'est la question de l'accès aux soins. On nous a dit, il y a une personne qui m'a dit 9 mois pour avoir accès à un dentiste. Vous venez en Seine-Saint-Denis ou en Essonne, c'est la même chose en vérité. On a l'impression que c'est différent, mais l'accès aux soins est le même problème. C'est-à-dire qu'on n'a plus de médecins, on n'a plus de spécialistes et de praticiens, on a des hôpitaux qui ferment, qui sont engorgés, qui répondent aujourd'hui à des logiques de l'argent. Et la deuxième que j'ai entendue cet après-midi, et qui moi me fait un écho particulier, puisqu'avant d'être député, j'étais cheminot. Je suis toujours cheminot, je suis en disponibilité aujourd'hui, mais c'est la question des transports. Parce que, encore plus dans un territoire comme le vôtre, au regard du coût de l'essence, au regard des enjeux économiques et des enjeux environnementaux, le train et le service public ferroviaire est un outil qui doit être majeur pour les années à venir et qui devrait être au cœur des politiques publiques, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et la région ici, elle ne joue pas le jeu, je vais en dire un mot après. Le train, c'est quand même un outil qui est extrêmement symptomatique de ce qui se passe. Et les services publics qui sont à la croisée des chemins, parce qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. Celles et ceux qui veulent livrer tout un pan des secteurs que nous on considère comme des biens communs et de l'intérêt général aux logiques du marché. Et nous, ce qu'on veut, c'est sortir justement ces secteurs-là des logiques de l'argent pour en faire une priorité pour l'intérêt général. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait par exemple une santé à 2 ou 3 vitesses, qu'il y ait des gens qui aient les moyens de se soigner et qui vont se soigner. Là, la dame qui avait 9 mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, elle a eu un soin, elle a eu une opération à faire, ça coûte 6 000 balles. 6 000 balles. La mutuelle rembourse 700 €. Donc cette personne m'a dit, mais moi je ne me soigne pas parce que je n'ai pas les moyens. Donc aujourd'hui dans un pays, et Antoine parlera des privilèges après, où on a quand même 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions, comment accepter qu'on ait des gens qui n'arrivent pas à se soigner? Donc c'est vraiment, l'idée c'est de mettre les services publics au cœur des batailles qu'on va mener, parce que moi je suis fondamentalement convaincu que c'est comme ça qu'on rapproche les gens. Parce que sur la question de la santé, sur la question des transports, aujourd'hui quand vous discutez avec les gens, très largement, ils considèrent qu'aujourd'hui il faut arrêter ce qui se passe et que la situation n'est plus possible. Parce que les réalités qu'ils vivent au quotidien, elles sont terriblement impactantes pour leur vie. Quand aujourd'hui vous allez aux urgences, vous attendez 2, 3, 4 heures. Quand vous avez la chance d'attendre, sinon c'est appeler le SAMU, sinon on vous dit, vous prenez votre bagnole, vous faites 2 heures de route, 3 heures. Quand vous voulez chercher un job, que vous êtes étudiant, vous voulez aller à la fac, vous n'avez pas de transport. Quand on vous dit qu'il faut passer le permis, le coût du permis, il faut acheter une bagnole, il faut remplir le réservoir, avec la crise qu'on connaît aujourd'hui, c'est des freins à tout ce qui se passe et au développement et à l'émancipation. Et moi je suis très engagé sur la question du train, parce que c'est évidemment une sensibilité très forte pour moi comme je suis cheminot, mais je crois que la question du ferroviaire public, elle répond à beaucoup d'enjeux. À la fois le droit à la mobilité et le droit au déplacement, la question de l'aménagement du territoire, pour donner à vivre au territoire, et je vais parler du fret ferroviaire qui est pour moi le symbole de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est aussi un enjeu écologique incroyable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous mettez un train de 35 wagons, c'est l'équivalent de 55 camions de 32 tonnes en moins sur les routes. 35 wagons, c'est 55 camions de 32 tonnes. On a eu une bataille, vous l'avez peut-être suivi, qui a été menée il y a quelques mois, qui est le fameux train qui s'appelle Perpignan-Rungis, qui est le train des fruits et légumes, qui amène les fruits du marché de Perpignan à Paris, que la SNCF a supprimé avec l'aval du gouvernement en catimini. On a mis 2 ans pour le remettre sur les rails, 2 ans de bataille avec les citoyens, avec les élus, avec les usagers.
Et pendant 2 ans, quand il n'a pas circulé ce train, c'était 35 000 camions chaque année supplémentaires sur les routes. Donc, je ne vous dis pas un peu les conséquences environnementales, les dégradations des routes, que c'est vos impôts qui derrière payent les infrastructures. Et c'est parce que tout ça, parce qu'aujourd'hui on a une entreprise publique qui n'en est plus une d'ailleurs. Parce qu'on dit souvent, tout le monde autour de cette table dit la SNCF. Mais la SNCF n'existe plus. Depuis la réforme de 2018, elle a été éclatée en 3 entreprises qui sont des sociétés anonymes aujourd'hui qui répondent aux desiderata d'ouverture à la concurrence. Et la SNCF, c'est 1000 filiales. 1000 filiales. Et parmi ces filiales, il y a une entreprise qui s'appelle Géodis, qui est la première entreprise de transport de marchandises sur la route. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de patrons qui viennent voir la SNCF en disant on veut faire du train. Parce que, il y a une prise de conscience écologique, quelle que soit quand même la sensibilité politique qui est en train d'émerger. Et là, on est en train de gagner la bataille de la culture. Et il y a aussi des patrons qui disent mais c'est un transport qui est sûr. C'est-à-dire que quand il y a des matériaux, des matériaux dangereux, ils ne veulent pas avoir des camions sur les routes, qui sont aujourd'hui des bombes à retardement. Donc ils viennent voir la SNCF et ils leur demandent de faire du train. La SNCF, elle dit le train on ne peut pas. Par contre, si vous voulez, on vous prend en charge avec Géodis, notre filiale, avec des chauffeurs qui sont aujourd'hui des travailleurs détachés, qui viennent de Pologne et de Roumanie. On les a épinglés là-dessus. Ils payent des gens 500-600 € par mois pour faire rouler des camions, alors que c'est une entreprise qui, historiquement, était concentrée sur le train. Et ça a été développé pour faire autre chose que du train. C'est une entreprise qui est plus concernée par le train, à tel point qu'aujourd'hui, on a des décisions. On vient d'apprendre il y a quelques jours que la SNCF est propriétaire d'une filiale de locomotives qui va être vendue. La SNCF va vendre la filiale de locomotives à la Caisse des dépôts et consignations du Québec. Et derrière, elle va relouer ces locomotives à la Caisse des dépôts et consignations du Québec. Donc vous voyez un peu l'aberration dans laquelle on est. Et après, on va nous présenter le tableau en disant mais on n'a plus les moyens de faire de train parce qu'on n'a plus d'outils. Il y a 2 ans, ils ont vendu l'ensemble des 75 000 wagons, pareil, à une autre, et ils ont vendu ça à une entreprise étrangère et maintenant ils relouent les wagons à cette boîte-là. Donc on est dans un système qui marche totalement sur la tête et il faut lutter absolument contre ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un combat de société et les services publics, c'est l'incarnation de ce que nous on porte. C'est l'incarnation du modèle qu'on veut, qui répond simplement à l'intérêt général, aux intérêts écologiques et pas aux intérêts de quelques-uns. Sauf qu'aujourd'hui, on est engagé dans un modèle qui n'est pas bon, qui est extrêmement dangereux, et Emmanuel Macron est un président qui est anti-train. Quand il était déjà ministre de l'économie et des finances, il nous avait mis les fameux bus Macron, il avait libéralisé le transport de voyageurs, il continue aujourd'hui à dégrader ça, à tel point que derrière les annonces du gouvernement, on a aussi découvert que le gouvernement avait signé entre les 2 tours de l'élection présidentielle un contrat avec SNCF Réseau. SNCF Réseau, c'est l'entreprise qui gère le réseau, qui est chargée de la maintenance. Ils ont signé un contrat pour remettre à niveau le réseau, parce qu'il faut savoir que le réseau français, il a 29 ans de moyenne d'âge. Il y a 20% des lignes qui sont fermées aujourd'hui par manque d'entretien, parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Et la SNCF Réseau a signé un contrat avec l'État où ils vont mettre 2,8 milliards d'euros par an pour rénover le réseau. Ça peut paraître beaucoup. Cette somme, elle est absolument catastrophique. On regarde l'urgence, et si on regarde à côté, si on prend ne serait-ce que l'Allemagne ou l'Italie, on est à 5 ou 8 milliards d'euros par an sur le réseau des autres pays européens, qui sont en avance sur le train par rapport à la France, et nous on va à rebours de tout ce qui se fait. Et les pays les plus libéraux, ceux qui ont ouvert le train à la concurrence, c'est le Royaume-Uni qui a été précurseur dans tout ça, et vous savez tout ce qui s'est passé notamment avec beaucoup de morts, ça a été la première conséquence, les gens sont morts. Depuis 2 ans, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre renationalisent le réseau, parce que ça ne marche pas. Et nous on va à rebours de tout ce qu'il faudrait faire. Donc il y a une véritable urgence autour de cette question-là, et on sort d'un débat sur le pouvoir d'achat, où la question du transport, elle est quand même, on a réussi à la mettre dans le débat sur la question de l'accessibilité et de la tarification. Parce qu'aujourd'hui, cette problématique-là, elle est aussi très importante pour les gens. Vous faites le comparatif sur un billet de train, si à l'équivalent en avion, vous allez payer beaucoup moins cher en avion, donc les gens sont amenés à prendre l'avion. Donc nous, on se bat pour avoir une tarification sociale à la SNCF. Historiquement, on avait une tarification à la SNCF, c'était au kilomètre. C'est-à-dire que quel que soit le train que vous preniez, c'était tant de francs à l'époque le kilomètre, période de pointe, tout ça n'existait pas, TGV, TER, Corail n'existait pas, vous saviez à l'avance combien vous allez payer. Et nous, on a proposé qu'il y ait une TVA à 5,5 sur les billets de train pour que ça baisse le prix, que les gens se déplacent. Le gouvernement a refusé. Et là aussi, quand on regarde, quand Emmanuel Macron veut mettre en place des décisions, il nous dit souvent, regardez l'exemple allemand, c'est ce qu'il faut faire, c'est le modèle. L'Allemagne a mis des billets de train à 9 €. Les gens peuvent circuler partout avec 9 €. Ils ont vendu quasiment 10 millions de billets de train en quelques semaines. Donc quand on met des politiques publiques, quand on met une offre de réseau, quand on met une tarification qui marche, les gens, ils utilisent ces transports-là. Donc c'est vraiment essentiel.
Et on a tous, moi je me base sur une idée très forte parce qu'on a souvent entendu la concurrence, c'est le remède miracle et la privatisation va régler les problèmes. Vous l'avez tous entendu dans tous les secteurs, on nous dit ça marche pas, on va privatiser. Nous à la SNCF, on a connu le fret et on a l'exemple absolu de ce qu'il ne faut pas faire. Ça a été ouvert à la concurrence en 2006, ça ne marchait pas. Et les députés européens ont ouvert à la concurrence avec des paquets de libéralisation. On était à l'époque à Fret SNCF à 15 000 cheminots en 2006. 15 000 cheminots. Si on prend les chiffres aujourd'hui, on a 3500, 3600 cheminots qui travaillent à Fret SNCF. On avait à l'époque 20% de la part de marchandises dans ce pays qui transitait par les rails. On est aujourd'hui en moyenne de 10%. Donc on a eu une dégradation et en fait ça nous a amené à des situations où on a eu des boîtes privées qui se sont montées, qui ont mis la clé sous la porte et l'État a obligé la SNCF à réembaucher les salariés de ces entreprises, de les reprendre dans l'entreprise publique. Je pense que c'était une bonne décision parce qu'on ne peut pas laisser des gens sur le carreau et des salariés. Mais c'est pour vous montrer combien ce modèle ne marche pas. Et ils nous essayent aujourd'hui de nous mettre en place la même chose dans le transport de voyageurs. Et là, votre région est une des régions qui est précurseur là aussi, puisqu'elle a validé dans la convention TER. La convention TER, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est ce qui régit le transport de voyageurs à l'échelle d'une région. C'est un accord entre la région et la SNCF sur le nombre de trains, les gares ouvertes, la tarification, le personnel à bord des gares et des trains. Donc c'est vraiment un gros poste budgétaire. Et la région ici a fait le choix d'ouvrir à la concurrence. C'est-à-dire qu'à partir de 2023, il y aura des lots qui vont être attribués. Et les opérateurs privés vont pouvoir se positionner pour prendre des parts de marché et gérer des lignes. Et on sait ce que ça veut dire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des morts. Contrairement à ce qu'on pense, c'est des hausses de tarifs pour celles et ceux qui prennent le train. C'est une baisse du service rendu et une dégradation des conditions de travail des salariés du rail. C'est aussi ça qui est très important. Parce que vous avez tous aussi entendu parler du fameux statut des cheminots et des soi-disant avantages que nous avions. Le statut des cheminots, c'est aussi une formation, des conditions de travail, un cadre très rigide avec des horaires qui permettent de faire circuler des gens en bonne sécurité. Je le dis avec beaucoup de respect pour les autres métiers, mais quand on fait circuler des trains, c'est pas comme quand on vend des fringues. C'est-à-dire qu'il y a un haut niveau de sécurité et on a la vie des gens entre nous-mêmes. On ne peut pas avoir des amplitudes horaires qui soient tout le temps explosées, on ne peut pas avoir des formations au rabais, il faut qu'il y ait un cadre social qui soit très important. Et ça, seul le service public peut le garantir. Parce que derrière, on n'a pas de logique d'argent, on n'a pas de logique de rentabilité. L'objectif, c'est pas qu'à la fin, la SNCF, les actionnaires touchent tant d'euros, c'est simplement qu'on ait des trains à l'air, des gares desservies, des gens qui soient contents dans les trains, qu'il y ait des bons moyens de transport, qu'il y ait une tarification accessible. Donc il y a un enjeu très fort. Et aujourd'hui, il faut mener cette bataille-là. Parce qu'on est en train de détruire un outil qui est absolument incroyable. Et ce que je décris à la SNCF, on le voit partout. On le voit avec l'hôpital, on le voit avec l'éducation. On a aujourd'hui des politiques qui sont menées, qui mettent à bas ce qui fait aujourd'hui les piliers de notre société et ce qui permet d'avoir une égalité quelque part. Et c'est pour ça qu'on parle souvent du patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est la SNCF, l'éducation nationale, la santé, c'est le patrimoine, ça appartient à tout le monde. Et aujourd'hui, nous, on se bat pour que, quel que soit son revenu, quelle que soit sa situation, quel que soit son lieu géographique, on puisse accéder à l'hôpital, on puisse prendre le train, on puisse envoyer son gamin à l'école, on puisse avoir accès à des activités culturelles de qualité. Aujourd'hui, le marché est en train de tout en emporter parce qu'ils ont compris une chose, c'est que depuis des années, il y avait une forte résistance sur ces secteurs-là. Et pour les capitalistes, il y a des sommes d'argent qui ne sont pas utilisées, qui dorment. Et aujourd'hui, il y a une prédation qui peut s'exercer sur ce secteur pour faire du fric avec tout ce qu'on peut utiliser. Donc je vais terminer là-dessus parce que je n'ai pas pris mon temps de parole, mais je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Non, ça va. Il y a une énorme bataille à mener sur ça. C'est une bataille de classe. Antoine va parler des privilèges tout à l'heure. On est venu ici, je l'ai dit en introduction, parce qu'il y a un député d'extrême droite. Et nous, on mène un combat frontal contre l'extrême droite. Pas depuis qu'on est député, mais depuis des années. Et c'est pour nous un engagement très fort, idéologique, politique, parce que ces gens-là sont des gens qui sont au service du capital. Contrairement à ce qu'ils disent, contrairement à tout ce qu'ils peuvent promettre aux gens. Dans cette campagne où Marine Le Pen se présente de manière honteuse, comme celle qui a mis le pouvoir d'achat au cœur de l'élection présidentielle, la campagne de Jean-Luc Mélenchon qui a porté ce sujet-là, avant d'ailleurs la campagne présidentielle. Et aujourd'hui, quand à l'Assemblée nationale nous proposons d'augmenter le SMIC à 1 500 €, les députés d'extrême droite votent contre. Quand on propose la baisse de la TVA sur les billets de train, ils votent contre. Quand on demande plus de moyens pour l'hôpital public, ils votent contre. Par contre, quand Emmanuel Macron et sa majorité relative proposent des primes, ils votent avec eux. Donc il y a des intérêts de classe qui sont en train de s'organiser et il faut l'expliquer aux gens. Et je vais en terminer là-dessus. C'est la déconstruction du discours de l'extrême droite, la déconstruction de tout ce qu'ils font au quotidien.
parce qu'il y a un discours de façade. On fréquente beaucoup les plateaux de télé, les plateaux radio. On a la chance d'être invité pour essayer de porter nos arguments et de porter le programme et de porter la voix de celles et ceux qui nous ont élus. Et on a souvent des députés face à nous d'extrême droite, et notamment un qui est voisin d'ici, qui est Julien Audoul, qui fait très peu de choses à l'Assemblée, mais qui est par contre le premier pour tenir des propos racistes et stigmatiser une partie de la population sur les plateaux télé. Et quand vous l'écoutez sur les plateaux, il vous dit mais il faut plus de moyens pour l'hôpital, il faut défendre les services publics, il faut plus d'écologie. Sauf que quand il est à l'Assemblée, il vote le contraire de ce qu'il dit sur les plateaux. Et tout le monde n'a pas la capacité intellectuelle ou le temps de regarder ce qui se passe. Parce que dans un pays où on a 12 millions de personnes en précarité énergétique, 10 millions de pauvres, 8 millions de personnes alimentaires, quand vous n'arrivez pas à bouffer, vous n'arrivez pas à vous loger, vous n'arrivez pas à vous déplacer, la priorité c'est pas celle-là, c'est de survivre au quotidien, parce qu'on en est là aujourd'hui. Donc nous, notre rôle aussi politique, pour combattre l'extrême droite, c'est évidemment d'offrir à la fois une perspective d'émancipation, une perspective de victoire, ce que je crois qu'on a réussi à faire avec la campagne de Jean-Luc et derrière avec la nouvelle Union populaire écologique. On a fait revenir des gens aux urnes qui depuis des années ne venaient plus voter et qui ont retrouvé un espoir et surtout qui ont retrouvé un vote de dignité en disant nous vous représentons et vous nous respectez et vous défendez nos intérêts. Et la deuxième solution, c'est de combattre idéologiquement l'extrême droite tout le temps au quotidien sur le terrain et de jamais laisser passer une parole. Parce qu'on a tous aussi l'expérience dans des réunions familiales, dans des cercles d'amis, on a parfois des propos qui nous choquent, mais parce qu'on ne veut pas forcément envenimer la situation, où on se dit bon, on laisse passer. Je crois qu'il ne faut jamais laisser passer un seul propos qui soit raciste, xénophobe, antisémite. Il faut les combattre partout, parce que quand vous laissez passer une parole dans un cercle amical, du copain qui le dit, il pense que quelque part il a raison, il va le répéter ailleurs, il va le démultiplier. Donc il faudra toujours mettre un coup d'arrêt à cette logique-là. Il y a une bataille qui est très importante à mener face à eux, ils sont 89 à l'Assemblée, c'est une réalité concrète pour nous, qui est à appréhender de manière différente. Parce qu'avant ils étaient très peu, ils ne siégeaient pas, ils faisaient 2-3 trucs un peu communicants pour marquer les esprits. Aujourd'hui ils sont là, ils votent, ils participent, ils prennent la parole, ils exposent des arguments, ils disent des choses. Donc il y a un vrai sujet là-dessus et on va mener aussi un travail de suivi pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, sur quel sujet ils se positionnent pour dire après, quand ils vont venir ici, qu'ils vont dire ah mais l'hôpital public il va fermer. Mais les amis, quand il y a eu le plan de financement de la sécurité sociale, qu'est-ce que vous avez voté comme financement? Quand ils vont dire mais il n'y a pas de ligne de train, qu'est-ce que vous avez voté quand on a demandé sur plus de moyens pour les services publics? Il faut les mettre face à leurs contradictions. Parce qu'il y a des gens très certainement qui ont voté de bonne foi, qui étaient perdus, qui se sont dit ben, c'est peut-être des gens qui vont nous représenter, qui vont nous aider, qui parlent un peu comme nous et qui sont capables de faire changer les choses. Parce qu'il y a aussi le truc, on a essayé les autres, donc pourquoi pas eux. Et si on veut convaincre ça, c'est un, la perspective d'émancipation et de victoire. Ça on l'a fait. Deux, le travail de déconstruction. On l'a fait mais il faut continuer à le faire, c'est un travail véritablement quotidien. Et je crois que les services publics, c'est un des axes sur lesquels on peut les accrocher. Parce que malgré leur discours de façade pro-service public, leur vote et leurs actes politiques au quotidien sont anti-service public. Ce sont des gens qui sont au service de l'argent, au service du marché. Et d'ailleurs, dans leur vote, on voit bien où vont leurs intérêts. Même quand on dit qu'il faut taxer les super profits, il faut mettre à contribution celles et ceux qui se gavent, bah, ils ne sont pas d'accord. Ils se regardent un peu entre eux. Ils nous disent non, il faudrait plutôt baisser la TVA, il faudrait faire quelques petites ristournes par là. Mais quand il faut s'attaquer aux gros, celles et ceux qui ont du fric dans ce pays, bah, ils ne sont pas là. Donc ça aussi, il faut le dire. Voilà, vraiment, je termine là-dessus. C'est pour ça qu'on est là, pour ce travail, quartier populaire, territoire ruraux, mais j'aime pas trop ce terme, mais je mets des gros guillemets, qui ont évidemment des choses qui sont spécifiques, mais nous on pense qu'il y a beaucoup de points communs, beaucoup de batailles qui sont les mêmes, et celles et ceux qui veulent opposer ça sont des gens qui nous mènent au pire, et nous on est au contraire là pour dire que les batailles qu'il y a ici à Auxerre, qu'il y a dans ce département de Lyon, c'est les mêmes qu'il y a dans le département de l'Essonne, c'est les mêmes qu'il y a dans le mien, dans la Seine-Saint-Denis, et il faut que collectivement on porte cette bataille politique, il faut que collectivement on porte ces idées-là, cette question des services publics, cette question du partage des richesses, cette question de l'écologie, pour dire nous avons les moyens de changer les choses. Et ce matin, on a eu l'exemple avec les éboueurs de combien il y a une destruction organisée, parce que ce que fait le maire, c'est à la fois partir en vacances, déjà quand il y a une mobilisation sociale d'un mois, c'est absolument scandaleux. Deux, d'utiliser une société privée pour casser le droit de grève, parce que c'est ça qui se passe, c'est-à-dire qu'il va casser le droit de grève, il va laisser pourrir la situation. Et trois, derrière, c'est une volonté claire de privatiser ce service-là, en le laissant crever la bouche ouverte, en ne remplaçant jamais, tu as dit, les départs qui étaient là. Aujourd'hui, on a des gens qui ne peuvent plus bosser dans des conditions de sécurité, qui sont à bout, et qui sont fracassés par le travail. Tout à l'heure, ils sont venus, quand on a travaillé sur le cahier des doléances, j'ai rediscuté avec eux. Ils ont perdu, sur les dernières années, 4-5 camarades qui étaient partis en retraite ou qui allaient partir en retraite.
et qui sont déjà décédés. Donc on voit combien ce travail-là use les corps, use les consciences, et il faut des logiques de service public, parce que là aussi, il n'y aura que en disant on va embaucher des personnels, on va les former, on va avoir des amplitudes horaires qui seront peut-être plus courtes mais avec plus de services pour permettre à chacun et chacune de travailler dignement en sécurité et pas avoir des gens qui à 55, 56, 57 ans décèdent au travail ou à 61 ans, quand ils partent à la retraite, meurent et en profitent quelques mois. Parce que la prochaine bataille, ça sera celle des retraites, elle va arriver très rapidement à la rentrée. On sait qu'Emmanuel Macron va la mettre sur la table, ça va être un enjeu majeur et là aussi ce sera un enjeu de société. Est-ce qu'on considère, nous, que la retraite, c'est pas un cadeau, c'est un droit. On a le droit de profiter de nos petits-enfants, on a le droit de continuer à faire autre chose après, avoir souvent travaillé dans des métiers qui sont pour la plupart souvent pénibles, avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur du travail qu'on fait. Est-ce qu'on a le droit d'avoir ce droit à la retraite? Ou est-ce qu'ils veulent nous mettre en place un système où 25% des plus pauvres décéderont, y compris avant d'accéder à la retraite? Donc il y aura un enjeu très fort et il faut déjà préparer les mobilisations de la rentrée sur ce sujet-là. On sent partout que la colère populaire s'exprime, il y a un bouillonnement. Je pense que vous discutez tous autour de vous et on n'entend pas quelqu'un qui dit qu'il est content de ce qui se passe dans le pays, qui dit que ça va bien. Non, tout le monde aujourd'hui est mécontent, tout le monde est pris à la gorge. C'est comment aussi, derrière, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, avec les assemblées de circos que vous avez créées pendant la législative et pendant la campagne présidentielle, on aide la colère populaire qui va s'exprimer à trouver une débauchée politique et à créer là aussi une perspective de victoire parce qu'il y aura d'autres élections, il y aura des échéances plus ou moins courtes et il faut se préparer à prendre le pouvoir parce qu'on est aussi là pour ça. Si on veut changer les choses, c'est gagner et exercer le pouvoir. Voilà.